Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée que nous ouvrons par la visite du sous-secrétaire général des Nations Unies dans notre pays. Après les institutions de la République, c'est avec les médias qu'Edmond Millet, sous-secrétaire général donc des Nations Unies, s'est entretenu autour d'un point de presse. Il a fait le bilan de sa mission d'une semaine au Mali, mission qu'il a menée au nord du Mali, notamment à Tombouctou. Un reportage de Youssouf Diakité. Cette conférence de presse fait le point d'une semaine de mission du sous-secrétaire général des Nations Unies chargé du maintien de paix au Mali. L'objectif est de préparer l'arrivée de la mission de stabilisation au Mali à l'issue de plusieurs séances d'échange avec les autorités maliennes en vue d'identifier les besoins immédiats qui sont surtout relatifs au retour de l'administration dans les régions précédemment occupées, à la sécurisation totale du pays et à l'organisation des élections générales. Cette composante des droits de l'homme sera très importante dans cette mission. Naturellement, nous allons travailler directement avec beaucoup de ces organisations locales, nationales, communautaires, pour aider à faire face à ce défi qui est assez complexe au Mali. Sur la proportion entre militaires et civils, on ne connaît pas encore les détails de cette résolution du Conseil de sécurité, mais le Conseil, dès le début, disait que la composante des droits de l'homme, des droits humains, dans cette mission sera très importante. La protection de civils aussi. Et la protection de civils ne se fait pas seulement par des militaires. Enfin, il y a une composante aussi de police, il y a une composante d'affaires civiles, une composante de formation dans certains domaines. Alors je dirais que la plupart du personnel sera militaire. Ça, on ne sait pas encore combien, mais la composante civile sera aussi importante. La mission de stabilisation des Nations Unies sera opérationnelle au Mali à partir de mi-avril, précise le sous-secrétaire général des Nations Unies. Edmond Millet de rappeler le rôle principal dévolu à cette mission qui est d'accroître les capacités opérationnelles de l'armée malienne et d'accompagner la MISMA dans ses activités de stabilisation du pays. C'était pour répondre aux questions des journalistes. D'autres questions soulevées par les confrères, à savoir la possibilité d'organiser des élections d'ici le 31 juillet 2013, le budget de la mission de stabilisation de l'ONU au Mali. En réponse à ces questions, le sous-secrétaire général précise qu'il est urgent d'avoir un gouvernement démocratiquement élu avant d'édifier que c'est au Conseil de sécurité des Nations Unies de définir le budget de la mission de stabilisation de l'ONU au Mali. Oui, quel Mali après les élections de juillet 2013? C'était le thème de la conférence débat que le journal Les Échos a initié hier à la Maison de la Presse à la faveur du 24e anniversaire de cet organe d'information de Djamana. 5 conférenciers politiques et de la société civile ont dressé le portrait robot du pouvoir qui devra succéder à la transition en juin prochain. Sori Ibrahima Keita. Il n'est pas souvent d'accord avec ce que vous dites depuis 24 ans, mais l'organe d'information de Djamana se bat toujours pour que vous puissiez le dire. D'où le menu de l'anniversaire version 2013. Quel Mali après les élections de juillet 2013? On n'est pas loin d'ouvrir la boîte de Pandore. Le gros nuage plane sur le droit d'expression. En ces temps incertains où l'histoire bégaye, parler de la longue lutte de notre peuple irrite beaucoup dans les milieux bien pensants. Nous aurons tous compris que c'est pratiquement un nouvel État qu'il faut construire, qu'il faut un nouvel élan à la démocratie malienne. Le 24e anniversaire a d'abord procédé à un nécessaire rappel des fautes originelles et des complicités actives ou passives qui ont failli récemment coûter la République au Mali. Chat échaudé craignant l'eau froide, eh bien, des acteurs politiques conférenciers voudront volontiers dresser une esquisse idéale du pouvoir post-électoral, une transition post-transition, des réformes approfondies. Le prochain président de la République, quel qu'il soit, doit se concevoir et doit être perçu comme un président de transition qui doit inaugurer un quinquennat de réformes
après avoir tiré les leçons, toutes les leçons de la crise que le Mali a connue. La vision de l'ensemble des Maliens et des Maliennes, instruits ou non instruits, c'est la construction d'un État fort, d'un État juste. Pour aller à un Mali, les Mali croient, on doit s'assurer d'abord que l'élection qui est planifiée pour le mois de juillet, que les conditions sont remplies pour qu'elle soit une élection qui va permettre de porter quelqu'un à Koulouba par la voix du peuple et non par la voix de l'argent. Que ces élections ne donnent pas lieu, comme dans certains pays, à des batailles ou à des guerres post-électorales. Nous ne voulons pas ajouter une guerre à une autre guerre. Chacun voit midi à sa porte, c'est sûr, mais les menaces aujourd'hui sur le Mali exigent un minimum d'écoute, même de la part de ceux que l'autre a appelés Fadin Sago. Les contre-valeurs ont chassé les valeurs universelles. Le vice a chassé la vertu. Que nous reste-t-il après ce que nous avons vécu au nord et au sud de notre pays depuis bientôt 1 an? 3h15 de débat houleux pour un anniversaire version état d'urgence sur lequel a plané l'ombre d'une interpellation décriée du journaliste du confrère Le Républicain. C'était là donc le portrait robot du pouvoir après les élections de juillet prochain. Tout est mis en œuvre pour éradiquer le terrorisme et assurer la quiétude des populations. C'est l'engagement donné par les forces maliennes, françaises et burkinabées du FISO-Ouest. Pour les précisions, suivons nos envoyés spéciaux Alusseine Touré et Adama Kamara. Dogofri, à 15 km de Diabali, est l'une des bases avancées de l'armée française. Les armées alliées poursuivent leur offensive contre les terroristes. Dans le FISO-Ouest, la traque est engagée contre ceux qui ont occupé la forêt du Ouagadou. Fantassins maliens, engins blindés et engins volants sont mis à contribution. Les unités sont en train d'évoluer sur le terrain en vue de reconnaître la forêt du Ouagadou, détruire tout ennemi rencontré et ensuite contrôler cette zone-là. On a déjà entamé, ou bien du moins fait la première phase, c'est-à-dire le temps zéro, qui consistait à déployer les unités sur leur position. Donc présentement, ils sont en train d'effectuer le deuxième temps, qui consiste à reconnaître certains points particuliers pouvant abriter l'ennemi. Pendant que les forces maliennes sont engagées dans cette bataille, le bataillon burkinabé assure les arrières en sécurisant les localités libérées. Par la même occasion, c'est aussi une intervention au profit du Burkina lui-même, parce que la menace est en commune, et que ce soit au Mali ou dans toute la sous-région, c'est sûr que chacune des armées, chacun des pays allait tôt ou tard avoir affaire à cette vague de montée djihadiste. L'opération est conjointement menée par le Mali, la MISMA et la force Serval, qui sert d'interface entre les deux. L'opération se poursuit dans de bonnes conditions, malgré le fait que le terrain à contrôler soit particulièrement difficile d'accès et vaste. Les troupes progressent ce matin comme prévu dans le plan de manœuvre. Donc les choses se passent bien. L'armée malienne a fait de gros efforts pour mettre sur place les moyens permettant de remplir cette mission, et on peut dire qu'elle se déroule pour l'instant de façon normale. Notre rôle est d'établir la liaison entre la force Serval et l'armée malienne qui opère dans ce secteur, d'apporter également une assistance dans la conduite et la coordination des opérations et, si nécessaire, un appui aux forces engagées sur le terrain. Dogofri, cette base est désormais le point de ralliement de ces différentes forces du FISO-Ouest. Les 600 familles déplacées du cercle de Bourem recensées à Bamako prendront très bientôt le chemin du retour. L'association mise en place pour faciliter le séjour bamakois a organisé une assemblée à la maison de la femme ce samedi. Il s'agissait d'informer les membres de l'association des dispositions en cours pour faciliter le retour au Bercail. Un reportage de Mamoudou Sidibi. Entendons-nous, unissons-nous
Luttons, nous vaincrons. C'est le slogan de l'association des ressortissants du cercle de Bourem lors de l'assemblée préparatoire pour le retour au Bercail. Cette assemblée avait pour but non seulement de remercier les bonnes volontés qui ont œuvré pour l'allègement de leurs souffrances à Bamako, mais aussi pour informer les membres de l'appui fait par des partenaires. C'est ainsi que les membres de l'association ont apprécié les gestes de Humanlerie Fisc qui a pris en charge la formation de 40 jeunes dont 20 de Bourem en coupe-couture, de 30 jeunes de Bourem en informatique. L'ONG a également fait un appui financier à ces jeunes en formation. Une autre ONG, Kanouya, a pris en charge la formation de 41 jeunes de Bourem en menuiserie métallique. Une journée de consultation gratuite et de distribution de médicaments est prévue pour les déplacés du cercle. Cependant, les doutes demeurent quant au retour des déplacés. Sur le chemin de retour et sur place, nous avons fait face à des besoins urgents et vitaux d'accès à l'eau potable, à la nourriture, au logement, aux soins de santé, à la scolarisation des enfants et au transport. La solution est à la portée des autorités du cercle. On va trouver des projets pour tout le monde, mais surtout pour les femmes, pour qu'arriver à Bourem, les gens puissent recommencer à vivre normalement et garder leur dignité. Encore une fois, je suis à votre disposition et je me battrai à vos côtés jour et nuit pour que les gens puissent retourner à Bourem et que les gens puissent aussi avoir du travail, comme je l'ai dit tantôt. À travers un sketch, les jeunes ont montré à l'assistance les souffrances des populations au moment de l'invasion des djihadistes et des terroristes du MNLA. C'est parti à Sikasso pour l'opération Enfants de Noël du Mali, une opération de partage des enfants américains avec leurs frères de Sikasso. Pour cette première phase, plus de 13 000 enfants du cercle de Sikasso recevront leurs cadeaux. Ils étaient tous là, autorités scolaires et communales, notables du quartier de Médine, à prendre part dans l'ancêtre de l'école du dit quartier au lancement de la campagne intitulée Opération Enfants Noël Mali. Une opération de partage des enfants américains avec leurs frères de Sikasso. Le don, qui se compose de 960 cartons contenant des jouets, des calepins et autres accessoires de l'écolier, est une initiative de l'ONG Samaritan Spurs basée aux États-Unis d'Amérique en collaboration avec l'Église protestante. L'opération Enfants de Noël est une œuvre de l'Église qui cible les enfants afin de leur apporter cet amour de Jésus qui dit « Laissez les enfants venir à moi ». Fin de citation. La cérémonie de lancement qui nous réunit ce matin est pour nous un acte important et symbolique. Important parce que les enfants aujourd'hui sont l'avenir de demain. Ils ont donc besoin d'être entourés par des gestes d'amour, de solidarité et de partage afin de grandir avec ces vertus qui sont les vrais fondements de toute société. Symbolique car nous voulons cultiver chez chacun de nous les principes de donner. Un enfant, un cadeau, une vie. Voilà donc le credo de Samaritan Spurs à Sikasso qui déclare pouvoir toucher plus de 13 000 enfants avec ce premier lot de cadeaux. Un geste purement salué par les différents intervenants. Comme on le dit, quand l'enfant est content dans la famille, c'est tout le monde qui est content. Mais quand aussi l'enfant a des problèmes, ça dit tout le monde compatit à sa douleur. Au nom du DECAP, je lance un appel à tous ceux qui, de près ou de loin, peuvent nous aider à rendre ces enfants-là joyeux. En contemplant leurs cadeaux, les élèves du premier cycle de Médine B, joyeux et heureux, ont tout simplement dit grand merci aux généreux donateurs. Un reportage signé Fatmata Diallo. Large page sport dans ce journal que nous débutons par la CAN Junior. Après 10 jours de préparation au Maroc, les juniors maliens ont rallié mercredi au rang en Algérie pour la phase finale de la CAN de leur catégorie. Logé dans le groupe B en compagnie du Nigeria, du Gabon et de la RD Congo, le Mali aborde cette compétition avec beaucoup de confiance et ambition de remporter le trophée de cette 18e Coupe d'Afrique des Nations Juniors. Comment se passent les derniers jours à Oran avant le premier match prévu ce dimanche contre le Nigeria? Élément de réponse avec nos envoyés spéciaux à Oran, Ousmane Daou et Mamadou Sidibi. C'est dans une atmosphère bon enfant que les juniors abordent cette Coupe d'Afrique des Nations. Après 10 jours de préparation au Maroc, ponctué par un match amical contre l'Égypte 0-0 entre les deux formations,
Les juniors maliens ont rallié mercredi Oran, la ville qui abrite le groupe B de cette 18e Coupe d'Afrique des Nations Juniors Algérie 2013. Chants, danse, une ambiance extraordinaire à chaque retour des entraînements pour préparer cette première sortie face au Nigeria. Malgré tout, la méfiance demeure car le premier match est toujours capital dans une compétition. Le premier match qu'on va aborder le dimanche, contre le Nigeria, dans la compétition, par la manière on peut aller. On ne va pas remporter le trophée car à cœur vaillant, rien d'impossible. Cette année, notre objectif est de venir, on est venu pour prendre la CAN, Inch'Allah, mais surtout le premier match contre le Nigeria, on va faire tout pour gagner ce match. On dirait qu'on a un groupe très solidaire, soudé comme vous l'avez si bien vu lors de l'entraînement. Comment est le groupe? Nous sommes vraiment solidaires, soudés. Qu'à cela ne tienne, les Aiglons devront batailler fort dans un groupe où le moindre faux pas sera fatal. Pour ce match inaugural contre le Nigeria, qui a toujours eu leur phase, Mali ne ressemble pas. Pour jouer contre le Nigeria, il faut s'attendre à des balles longues, des balles en profondeur et des tirs. On va neutraliser le jeu nigérien, soyez sûr. Mais c'est à nous maintenant d'exploiter nos occasions. L'équipe peut également compter sur quelques individualités qui peuvent faire la différence, ajoutée à l'état d'esprit de groupe dont elle a fait montre pendant les éliminatoires. Pour ce premier, 3 joueurs manqueront. Il s'agit du défenseur de l'AS Bakary Diagne Baraouli, Mamadou Traoré, suspendu, de l'avancement du Djoliba, c'est Mahaman Sissé blessé, et du gardien des 11 créateurs de qui joué avec sa formation en Coupe d'Afrique des clubs. Mali-Nigeria, c'est ce dimanche à 16h30 temps universel au stade de Oran. Compétition africaine de club, le Djoliba AC, mal embarqué au terme de la phase allée du championnat de Ligue 1, tentera de se refaire une santé cette fois-ci sur la scène africaine aujourd'hui. Les Rouges défieront à Addis Abeba les Éthiopiens de Saint-Georges au compte des 16e de finale allée de la Ligue des Champions. Dans quelle ambiance le Djoliba a préparé ce rendez-vous? Élément de réponse avec Siragatou Sissé. Le Djoliba AC charge ses batteries pour entamer la grande bataille de la Ligue des champions africaine. La déception de l'année dernière, éliminée aux portes de la phase lucrative de poule par les Nigérians de Sunshine Stars, est restée comme une pilule amère à avaler pour les Rouges. C'est pourquoi cette campagne 2013 ne ressemble pas aux autres. C'est que la Coupe d'Afrique, c'est un autre challenge, c'est un autre niveau, c'est une autre ambition. Donc on est en train de préparer sérieusement ce match parce que ça fait partie des objectifs du club, un des grands objectifs même du club. Donc on fera tout à Addis Abeba pour faire un bon résultat, surtout passer ce premier tour et puis rentrer dans la phase de poule. On est obligé de se concentrer parce qu'on a une image à défendre par rapport à notre parcours de l'année passée. Donc je pense que c'est une compétition qui est très importante à nos yeux. Donc je pense qu'on s'est préparé dans les meilleures conditions pour pouvoir faire un résultat là-bas. C'est une compétition, c'est une autre image et puis nous on a une petite expérience de cette compétition. Je pense qu'on va se baser sur notre vécu dans cette compétition pour pouvoir arracher un bon résultat là-bas. Finaliste de la Coupe de la Confédération 2012, après avoir été reversé dans cette compétition, le Djoliba AC a gagné en expérience et fait désormais partie des grosses cylindrées du continent au niveau des clubs. L'adversaire Saint-Georges, fondé en 1936, est un vieux club habitué aux joutes africaines. Champion en titre sortant de son pays, Saint-Georges occupe actuellement la 3e place de la Première Ligue éthiopienne, 20 points en 11 journées. Malgré la 5e place à la fin du championnat de Ligue 1 phase allée avec 23 points, on se veut confiant au Djoliba. L'histoire nous apprend que le Djoliba AC voyage bien en Coupe africaine de club, a confirmé dès dimanche à Addis Abeba. Notez que ce match est déjà en cours. Ligue des champions, 16e de finale aller, le stade malien de Bamako joue cet après-midi à Dakar contre Casa Sport. Les Blancs de Bamako comptent faire un bon résultat au Sénégal. Comment l'équipe s'est préparée? Réponse avec Abdul Karim Kaba. C'est avec un esprit de vainqueur que les Blancs de Bamako se présenteront à Dakar pour y affronter Casa Sport.
Le Stade Malien de Bamako, actuel leader du championnat national avec 43 points, soit 14 victoires et un nul, est confiant et espère continuer sur cette lancée en compétition africaine. Les joueurs ne connaissent pas la défaite et s'ils ne connaissent pas les défaites, je pense que sur quelques matchs, c'est grâce à leur mental de compétiteurs, de guerriers entre guillemets. Et j'espère bien que ces qualités-là vont nous servir au niveau du match contre les Sénégalais. J'ai eu l'occasion d'observer l'équipe au match aller à Tétouan et au match retour à Dakar. Donc on a tiré quelques enseignements. C'est un football qui se rapproche assez du football malien en fait, où le physique est important et le jeu direct également. Donc on est, je pense, assez entraîné à jouer style football et j'espère que comme en championnat, ça pourra nous sourire sur cette rencontre. Pour ce début en Ligue des Champions contre Casasport, les pensionnaires de Sotiba comptent se servir de leur expérience de l'année dernière pour aller loin. Depuis le début de la saison, on a commencé à préparer non seulement le championnat et aussi la compétition africaine. Comme vous le savez, ce n'est pas notre première expérience. L'année passée, on a failli rentrer en phase de poule. Bon, ni c'était certaines inexpériences, on allait rentrer. Donc cette année, je pense qu'on va s'en servir des choses qui se sont passées l'année passée pour préparer cette année. Il y a beaucoup de joueurs de l'année passée ici présents, donc on se parle, il y a les grands, les Soumaïla, les Bade, ils sont mieux placés pour parler à nous les jeunes, pour pouvoir aborder ce match de la compétition africaine. Les clubs maliens ont joué par le passé, ces Sénégalais du Casasport de Ziguinchor. Pour preuve, en 2009, l'année de la consécration des Blancs en Coupe CAF, le Djibouti avait éliminé ce club sénégalais dans cette même compétition. Pour arriver au 16e de finale, le Casasport a écarté le club marocain Maghreb de Tétouan. Le Stade malien qui a quitté Bamako ce vendredi affronte Casasport dimanche à Dakar. La rencontre est prévue à 17h au stade Demba Diop. Notre représentant en Coupe de la Confédération, l'Union sportive de Bougouni, joue en Angola en 16e de finale aller contre Récréatif de Luanda. L'USB qui évolue en 2e division entend réussir un autre grand coup. Un reportage de Aldu Matina. L'Union sportive de Bougouni s'apprête pour un autre défi en Coupe de la Confédération. Après l'étape camerounaise franchise avec panache, l'USB n'entend pas rompre sitôt avec le plaisir qu'elle vient de découvrir sur la scène continentale, malgré son statut. Tous les matchs se ressemblent. Là, quand même, on est confronté à une équipe qu'on ne la connaît pas. Donc, j'aime cette situation. Parce que quand tu connais une équipe, il y a plusieurs paramètres. Comme la dernière fois aussi, on est tombé sur une équipe qu'on ne la connaissait pas. Donc, maintenant, avec l'état d'esprit des joueurs, et l'engagement et l'envie des joueurs, ils ont franchi cette première étape. L'enthousiasme et le désir de se surpasser ont toujours caractérisé l'équipe du Bani Mounetier. Contre le Récréativo d'Angola, les mêmes atouts doivent prévaloir dans l'optique de pouvoir ramener un résultat prometteur dès ce 16e de finale aller à Luanda. Un match de Coupe d'Afrique, ça n'a jamais été facile. Et on a beaucoup de boulot, surtout que la distance est très longue et puis on sait très bien que ceci nous attend avec impatience. Donc on est prêt et puis on se prépare en conséquence pour aller faire un bon match là-bas, Inch'Allah. On est en train de mettre toutes les dispositifs pour affronter l'équipe de l'Angola. Parce que les gens, je dirais que le Mali ne s'attendait même pas à une telle performance venant de l'équipe de Bougouni. Bon, c'est à nous maintenant de montrer et de confirmer que nous sommes là. Inch'Allah, contre l'équipe de l'Angola. À notre niveau, nous, on n'a absolument rien à perdre. Seul club de 10e division dans ce 16e de finale de la Coupe de la Confédération, l'Union sportive de Bougouni a encore l'occasion de vivre d'autres émotions. Bonne chance à toutes nos équipes. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous.